Salut, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de mon podcast Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Podcast qui contextualise l'IA dans tous ses compartiments, métiers, plaisir, entertainment, avancée tech, médecine. Et là j'avais envie de poursuivre le sujet de l'IA et de la création musicale parce que j'ai découvert pas mal de choses sur le sujet. J'ai découvert que les plateformes musicales enregistrent à peu près en moyenne 20 000 nouveaux titres par jour. Oui, j'ai bien dit 20 000 nouveaux titres par jour qui sont postés par des gens qui, comme moi, créent des musiques avec Suno et elles n'en peuvent plus. C'est une grosse actualité puisqu'on a pu en voir ou du moins découvrir récemment un gros doute par rapport au chanteur Jules qui aurait a priori utilisé l'IA pour créer son dernier titre, puisqu'a priori justement ça serait quelque chose qui ne reflèterait pas la création de Jules. Donc un gros dilemme, un gros débat qui est en train de s'instaurer. Donc on va plonger un peu là-dessus, on va explorer globalement les dernières actus sur le sujet et toujours se poser la question de l'IA, est-ce que c'est quelque chose qui est de la création, de la créativité? J'attends que vous preniez contact avec moi, n'hésitez pas à donner votre point de vue, c'est ce qui m'intéresse. Et puis naturellement, je commence à tramer un peu plus le podcast et vous allez voir que dorénavant, que ce soit dans mes propres podcasts ou les podcasts où j'inviterai des gens, et je fais un petit clin d'œil à Christophe qui devrait arriver très prochainement dans l'émission pour nous parler de vidéo, de génération vidéo et de l'IA. Donc comme je le disais, 4 coups, le coup de blues, le coup de bambou, le coup de gueule et le coup de cœur. 4 coups qui expriment globalement un peu ce qu'on ressent par rapport à toute cette actualité foisonnante, peut-être voire même un petit peu débordante et qui peut jusqu'à nous épuiser. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? 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 Donc comme je dis, on parle beaucoup de l'IA qui compose de la musique, moi-même j'en compose, je l'ai montré dans le numéro précédent. Et là globalement il y a un sujet qui débarque en prime time, c'est pas plus tard que relayé par France Info il y a une dizaine de jours, parce qu'on parle de Jules qui est soupçonné d'avoir utilisé Suno pour son nouveau titre, Toi et moi. Toi et moi, j'ai senti qu'on était fait pour être ensemble. Quand j'ai vu ce visage, je savais que c'était toi. Avec des voix qui sonnent synthétiques, des notes qui traînent, un peu un fond ordi, et l'ingé du son LinkedIn a pointé la piste IA en disant que globalement, si le morceau cartonne, puisqu'il y a plus de 2 millions de vues, voire même peut-être 2,5 millions au moment où je vous parle, en plus d'une semaine maintenant, il pense très concrètement que tout ça, ça a été orchestré pour un produit rangé avec de l'IA. Et donc globalement, est-ce qu'on peut dire que la valeur de Jules par rapport à ce nouveau morceau est aussi présente que sur ses autres titres? Suno, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une IA musicale, on peut l'utiliser gratuitement, on peut prendre un plan payant. Globalement, tu tapes ton prompt, tu définis ton style musical, tu peux même faire de la référence musicale, mais attention, là cette fois-ci, quand tu télécharges du fichier au droit que tu vas injecter dans Suno, il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi. Et là, je fais un clin d'œil à un ancien youtubeur que j'aimais beaucoup qui s'appelle Rémi Gaillard. Salut Rémi si tu entends le podcast. Globalement, tu choisis donc et tu paramètres et donc tu configures, tu injectes donc des données, des variables dans ton prompt. Et tu vas produire comme ça 1, 2, 3, 4 versions d'une chanson. Tu vas pouvoir même la travailler, la faire évoluer, l'éditer, l'enrichir, la canvasser pour pouvoir, pourquoi pas, produire ton album. Moi je me suis amusé à en produire un depuis qu'on s'est parlé la dernière fois et globalement à peu près en 1 heure j'avais produit mes 12 titres. Quoi qu'il en soit, Suno s'explose. J'ai d'ailleurs appris que les plateformes de streaming, comme je disais, n'en peuvent plus puisque globalement un vrai raz-de-marée, c'est Deezer qui le dit, c'est pas moi. Deezer reçoit jusqu'à 20 000 titres 100% IA par jour.
Ils ont même d'ailleurs développé un détecteur d'empreintes pour repérer les morceaux qui sont générés par l'IA et les signaler, voire les exclure des recos, puisque globalement c'est la grosse lutte entre l'humain et l'IA générative, l'IA musicale générative, et que ça risque peut-être de détériorer, si ce n'est impacter, la valeur ajoutée des services de streaming, puisque l'idée première c'est quand même de montrer la création humaine et pas non plus la créativité mécanique prédictive d'une IA. Après, il y a des, il y a des positions qui sont un peu différentes, parce que si Deezer s'engage vraiment auprès des artistes, Spotify est lui un peu moins alarmiste, un peu moins alarmé, puisqu'il y a des groupes 100% IA qui dépassent le million d'écoutes mensuelles, et si on s'intéresse à la logique de l'audience et du scoring, et bien effectivement 1 million d'écoutes par mois, c'est quelque chose qui parle pour Spotify. Donc ça crispe dans tous les cas, dans tous les sens du terme, puisque si on s'aligne sur la position de Spotify, c'est pas mon cas, mais dans tous les cas de figure, on pourrait dire que l'IA va devenir un concurrent très industriel aux artistes humains. Voilà, après que j'ai posé mon petit coup de gueule sur les mirages YouTube IA en un clic, parce que globalement, si on s'intéresse au cas de Jules, eh bien, on va dire que ça cristallise l'illusion du raccourci créatif, mais en fait, on oubliera toujours l'essentiel, parce que une chanson, une musique, pour moi, c'est pas que un rendu. Et on le voit bien avec ce que je fais, ce n'est pas qu'un rendu informatisé d'un état d'esprit avec quelques paramètres pour prompter une direction ou une autre, mais c'est bien, puisqu'on parle de direction, une direction artistique, une écriture, et alors là on l'avait vu dans le numéro précédent, l'écriture en matière de prod IA, c'est quand même relativement très basique, très plan-plan, très gnangnan presque. Donc globalement il y a énormément de choses qui rentrent en considération, la création, la direction artistique, l'écriture, le mixage, tous ces points qui finalement restent propriété humaine et devraient rester propriété humaine, parce que c'est bien ce qui nous distingue entre le prédictif qui se dit tiens, je vais tenter un truc pour essayer de capter le bon son et qui tire l'oreille, et le créatif qui lui se pose pas la question de tout ça, injecte ce qu'il a envie d'injecter en tant qu'humain dans sa création et va pas forcément aller séduire le public parce qu'il n'a pas forcément envie de rentrer dans les sirènes du marketing. On le voit très bien, il y a plein d'artistes ces dernières années qui se sont jetés dans la création avec leur cœur, avec leur tripes, et ça a produit des chansons excellentes. Donc concrètement, pour terminer mon coup de gueule, ce n'est pas l'IA qui fait le tube, c'est bien l'oreille du directeur artistique. Le reste, pour moi, ça reste du bruit. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Le coup de cœur? Alors par contre, si je fais un bon petit coup de cœur quand même, parce que on va pas jeter le bébé et l'eau du bain qui va avec. Donc si je fais mon petit coup de cœur, j'ai envie de dire que quand on va l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire qu'on repositionne l'IA comme un outil, on peut considérer que dans le domaine de la créativité musicale, l'IA c'est un bon accélérateur d'idéation, de prototypage. On peut comme ça tester un morceau, un style, aménager, retravailler des bouts. En fait, on se fait son petit POC. C'est pas forcément donc une béquille qui va sortir un titre prêt radio sans aucun travail, parce que là, pour le coup, il y a du boulot. Mais ça permet peut-être de trouver 1, 2, 3 idées, une piste, explorer un style, travailler les paroles, si on veut vraiment se donner le temps. Ça permet de faire une restitution, et peut-être qu'on peut ensuite, à partir de sa maquette, véritablement passer à l'interprétation musicale. Alors, on est musicien, on va au bout de sa démarche. On n'est pas musicien, je voudrais faire des clins d'œil à des studios. J'en connais un, puisqu'on avait été approché par un studio dans le 11e pour faire pour essayer de mettre en place des formations. Le patron du studio m'avait dit que typiquement les gens qui fabriquent leur musique avec Suno, comme moi, eh bien, pouvaient être totalement leur cible, parce qu'à un moment donné, il faut passer à la création humaine, aux interactions avec les gens, avec les musiciens, avec les artistes, avec les interprétateurs. Et là, pour le coup, ça mérite quand même de travailler un peu plus le son. Donc,
L'IA, moi j'aime bien l'idée de pouvoir l'utiliser, la prompter, la travailler, la paramétrer pour aller dans une piste et de pouvoir ensuite, comment dirais-je, passer à une prod qu'on confierait à un studio ou qu'on produirait soi-même, encore une fois, quand on est musicien. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Le coup de blues. Mon coup de blues, là, pour le coup, ça va être plutôt de m'intéresser à la partie juridique et éthique, ainsi qu'à la qualité de production, puisque finalement, est-ce que quand on produit des chansons et qu'on utilise ces voix, est-ce que c'est des voix qui sont restituées à partir d'une énorme bibliothèque dans laquelle l'IA s'est entraînée, des millions et des millions de sons, des millions et des millions de musiques, ou est-ce qu'on est sur quelque chose de véritablement falsifié, usurpé, qu'on a pris la voix intégrale d'un artiste? Si on devait l'analyser à l'audiogramme, on aurait exactement la même courbe. C'est quelque chose qui interpelle, qui pose question. Pour l'instant, on est un peu en zone grise. Une chose est sûre, c'est qu'en plus, dans certains cas de figure, on peut injecter ses propres fichiers son, et il suffit juste de cocher une case pour dire globalement oui, j'ai les droits pour le faire, et hop, c'est parti. Moi je trouve que c'est très limite. Je pense qu'on peut travailler, on peut s'amuser, on peut essayer de faire des choses, mais pour le coup il faut quand même aussi se poser la question de peut-être pas aller chercher des artistes, en tout cas craquer des fichiers ou utiliser des fichiers qu'on a à disposition, d'ailleurs sans forcément les craquer, pour pouvoir produire des sons qui sont équivalents. Bon, c'est vrai que Suno met un petit verrou quand on va taper le nom d'un artiste, il va nous répondre que là c'est pas possible, mais en fait si on s'amusait à jouer un peu avec différentes IA, on pourrait récupérer du prompt qui, en le travaillant bien, pourrait dire sans citer le nom de l'artiste, essaye de t'approcher au maximum de ce que fait cet artiste. Et là on est vraiment pour moi dans le plagiat. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a la SACEM qui est en train de monter au créneau. Le RIAA aux États-Unis, c'est-à-dire l'institution qui correspond à la SACEM, est également en train d'attaquer carrément, parce qu'il y a des choses qui sont peut-être pas très licites, en tout cas qui risquent d'être qui sont quand même borderline. Donc on voit bien qu'on est en train de judiciariser le secteur, parce qu'il y a des gros intérêts, des gros enjeux, hein. Il y a des majors et puis des labels et puis des petits labels qui sont derrière tout ça et qui aimeraient aussi pouvoir un peu préserver leurs intérêts, parce qu'ils se sentent un peu démunis, encore une fois, quand on reçoit sur Deezer 20 000 titres par jour produits par l'IA, ou quand un titre IA fait 1 million d'écoutes par semaine. C'est vrai que c'est un peu chaud pour les majors. Pour l'instant, il faut quand même relativiser tout le débat, parce que malgré tout ce bruit ambiant, puisqu'encore une fois on est dans le bruit, et le bruit sur l'IA on l'a partout, vous l'avez sur LinkedIn, vous l'avez dans la presse, dans les médias, sur l'ensemble des supports que vous écoutez, ça fatigue en plus, je dois l'avouer. Faisons-nous une petite note de plaisir, en tout cas de douceur, puisque aujourd'hui l'écoute des morceaux IA sur Deezer, malgré l'invasion de l'IA, ça représente juste 0,5% de l'ensemble des écoutes. On est loin de voir que l'IA a gagné la part de marché essentielle. Donc, utilisons l'IA pour se donner peut-être des nouvelles idées créatives, mais ne confions pas à l'IA l'ensemble de notre création. Je crois que c'est ça, par ça que je terminerai mon coup de blues. Pour le coup de bambou, pour terminer ce podcast, j'aurais presque envie de te dire qu'il faudrait s'imposer sa propre charte IA versus la musique. Qu'est-ce qu'on va devenir?
devrait s'imposer donc sa charte IA musicale, comme on crée aujourd'hui des chartes IA pour l'entreprise, et j'en crée dans des casquettes qui sont plutôt DPO, l'usage de l'IA, l'usage notamment des agents IA au sein de l'entreprise. Donc là, l'idée, ce serait de peut-être s'imposer ou de se structurer un document qui serait sa propre charte IA. Moi, je propose qu'on pourrait, dans un cadre simple, reproductible, déclaratif, se dire que globalement, on obtient un consentement explicite pour toute voix ou identité reconnaissable. Donc clairement, si on veut aller cloner Bono, ça serait sympa de lui envoyer un mail et de lui demander s'il est d'accord pour qu'on le clone. On ne clone pas une signature. C'est pas dans le style 2 et on n'utilise pas d'autres IA pour faire des prompts qui permettraient ensuite d'influencer Suno ou d'autres IA dans le même style. Ça serait l'article 2. On note les outils IA qu'on utilise, comme moi quand je le dis, j'utilise Suno pour agrémenter un peu musicalement ce podcast. On peut indiquer les versions qui sont utilisées, donc typiquement moi je suis sur la version 4.5. On peut mentionner dans les crédits, alors nous en podcast on n'extrait pas le son mais on peut le dire à l'antenne, je crois que c'est pas mal. Ce qui est bien, c'est une hybridation assumée, donc peut-être des maquettages IA avec des variantes. Moi j'ai choisi dans tous les cas de figure d'écrire mes propres paroles. J'utilise vraiment l'IA pour la partie musicale parce que je ne sais pas faire la musique, mais on pourrait dans tous les cas de figure travailler sur ces paroles, ces mélodies finales et avec une validation humaine à la fin. Et là on retrouve vraiment tout ce qu'on enseigne nous en formation sur la notion de Humanity Control, c'est-à-dire globalement que l'humain, à la fin de toutes les productions IA, que ce soit sur du prompt engineering, que ce soit sur de l'audio comme on en parle maintenant, de la vidéo comme on en parlera j'imagine avec Christophe dans un prochain podcast, ou tout simplement quand on connecte l'ensemble de ces sources et qu'on fait exécuter des tâches à un agent IA qu'on développe pour le compte d'une entreprise, l'idée c'est de pouvoir quand même contrôler à la fin tout ce qui est produit, parce que entre biais, entre hallucinations, entre plagiat, entre création totalement complètement imaginaire, il est important de pouvoir vérifier par sa propre expertise que tout ce que l'on va injecter dans le circuit, que l'on va mettre à disposition en termes de communication, des process ou du code qu'on va écrire, clairement on n'est pas en train de spolier, on n'est pas en train de voler de la propriété intellectuelle. Je pense qu'enfin, dernier point sur l'IA, transparence audience, c'est-à-dire que globalement, quand on est sur un passage 100% IA, il faut le dire, quand c'est assisté, il faut le dire aussi, évidemment, là vous m'écoutez, il n'y a pas d'IA. Si je dois reconnaître que j'ai créé mon agent IA pour tramer le podcast, notamment comme j'aurai des invités. Donc j'ai fabriqué un agent qui agit selon un prompt très précis, très dense et très touffu, qui se déclenche à une commande que j'ai programmée. Et là, pour le coup, effectivement, dans ces cas-là, il y a une citation qui doit être faite parce que j'ai pas envie de vous tromper, et vous pensez que tout ce que j'écris, tout ce que je dis là est fait sort complètement de mon imaginaire. Non, je me fais aider, je le dis. Mais j'essaye de vous apporter un peu d'infos, un peu de douceur, un peu de joie dans ce podcast. Pour terminer ce podcast, j'aurais envie de dire que les labels, les plateformes, les sociétés d'auteurs devraient, à mon sens, passer de la plainte à la licence claire et traçable. Ça permettrait, plutôt que d'être dans le négatif, le repli sur soi et l'opposition, donc d'aller plutôt vers l'ouverture, l'acceptation et l'intégration, avec un système très normé, avec une charte IA musicale peut-être de référence pour l'ensemble de la profession. Et pour les artistes, j'ai envie de vous passer un petit clin d'œil. Si vous utilisez l'IA, assumez, dites-le, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vous aimer, hein. On adore les chansons, on adore Jules, on adore tout le monde en fait, donc allez-y. Composer avec l'IA, moi j'ai envie de dire oui.
se déposséder de sa signature, je dirais non. Et là, vous savez quoi, cette phrase de conclusion, eh bien finalement c'est l'IA qui me l'a proposé. Je l'ai lu intégralement, vous en faites ce que vous voulez. Moi j'étais content de passer ce moment avec vous, c'était le numéro 2 de Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Et on continue à avancer le week-end prochain, on sort le numéro 3. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais qu'est-ce qu'on va devenir?